Bonsoir. Bonsoir à tous. Le 6 avril 1972, dans la petite ville de Bruyères-en-Artois, une ville typique du nord de la France, Un fils de mineur joue au ballon comme tous les garçons de son âge. À la suite d'un tir mal ajusté sur ce terrain de foot, il descend le long de la parcelle pour aller le récupérer. Mais c'est avec effroi qu'il tombe sur un corps sans vie. Ce corps est celui d'une petite fille de 15 ans du nom de Brigitte de Weffre. Mais comment ce meurtre d'une petite fille peut-il devenir l'une des affaires criminelles les plus médiatiques? Et surtout, qui est le meurtrier? Voici l'histoire de... Le 5 avril 1972, Brigitte quitte la maison familiale vers 19h30 pour aller chez sa grand-mère. Le lendemain, son corps est retrouvé dans un terrain vague séparant le quartier bourgeois du coron. La victime a été étranglée avec un foulard, partiellement déshabillée, frappée violemment à la tête et mutilée avec un objet tranchant. Étrangement, elle n'a pas été violée. Ses jambes étaient dissimulées sous un vieux pneu et son corps était marqué de terre, comme si le commanditaire avait essayé de cacher le corps de la jeune fille avec des objets qui lui sont tombés sous la main. Le gamin qui va trouver en premier le corps de Brigitte va penser que c'est un homme sourd. Mais très vite, bien sûr, des adultes vont venir et vont se rendre compte qu'il s'agit d'une jeune fille. Brigitte ne va pas être identifiée tout de suite, que c'est pratiquement son propre père qui va l'identifier, qui va dire c'est ma fille, quand il va venir sur le lieu, sachant pas trouver sa fille. Rapidement, la police se met à interroger les voisins et les connaissances de la jeune fille. Au fur et à mesure des témoignages, un indice attire l'œil des enquêteurs. La présence d'une voiture, le soir du meurtre, qui apparaît à chaque fois que ceux-ci demandent les faits inhabituels du quartier. Cette voiture, une Peugeot 504, dont son propriétaire est vite retrouvé. Il s'agit de Pierre Leroy, le notaire de la ville. Le 13 avril, après une semaine d'enquête, Pierre Leroy est inculpé pour homicide volontaire et incarcéré. Les explications évasives de l'accusé concernant son alibi et de sa présence près des lieux du crime au moment des faits permettent facilement de le considérer comme le principal suspect. Au cours des interrogatoires, Leroy fournit 5 versions différentes afin d'épargner sa maîtresse, Monique Béguin-Meyer, rendant son emploi du temps confus. Le 27 avril 1972, une première reconstitution sur les lieux du crime a lieu, où la foule eut le notaire, déjà condamné par la rumeur publique locale. Malgré des négations constantes et un examen minutieux de tous les éléments potentiellement incriminants, le juge Pascal ne parvient pas à recueillir de preuves suffisantes. Ainsi, le 30 juin, les avocats de la défense déposent une requête à son encontre. Le 12 juillet, le juge organise une seconde reconstitution avec tous les témoins qui ne reconnaissent pas formellement les accusés. Le lendemain, il inculpe et fait incarcérer Monique Béguin-Meyer, en raison de ses versions contradictoires concernant son emploi du temps et d'un alibi que le juge pense douteux. De plus, le fait que le cadavre de Brigitte de Weffre se trouve derrière sa haie renforce la culpabilité du couple pour le meurtre de la jeune fille. Cependant, la cour d'appel d'Amiens désavoue le juge et ordonne la libération de Pierre Leroy le 18 juillet 1972, après plus de 3 mois d'incarcération. Durant ces semaines, le juge Pascal, opposé au secret de l'instruction, alimente la presse par de nombreuses déclarations, souhaitant faire connaître ses idées sur la justice. Il autorise notamment la diffusion télévisée de l'arrestation du notaire. Selon les théories du syndicat de la magistrature, Henri Pascal tente de faire de son instruction un modèle de transparence, militant pour une justice à ciel ouvert. suite à cette décision, la colère des habitants et des groupes d'extrême gauche se fait ressentir. Le Comité pour la vérité et la justice, qui lutte activement contre cette mesure et contre la libération de Pierre Leroy, continue de le considérer comme coupable et dénonce une justice biaisée qui favoriserait l'accusé en raison de son statut privilégié. Le juge Pascal se retrouve sous la pression de la presse maoïste extrême gauche, qui voit dans cette région ouvrière un terreau fertile pour la poursuite de la lutte des classes. Parmi les militants de la gauche prolétarienne ayant investi le Nord, on retrouve Serge July, qui agit sous le pseudonyme de Marc. Aux côtés de François Helval, il dirige les opérations sur place et met en place un comité pour la vérité et la justice. Ce dernier
Il démarche les proches de la famille de Wèvre et organise une occupation militante du terrain vague où a été retrouvée la victime. Ce comité est présidé par Joseph Tournel, ancien mineur et militant maoïste bien connu dans la région. Régulièrement publié dans les journaux maoïstes, comme La Cause du Peuple, il y incarne le point de vue prolétarien aux côtés de figures intellectuelles telles que Jean-Paul Sartre ou Maurice Clapet. Le 1er mai 1972, La Cause du Peuple publie un article incendiaire tiré « Et maintenant, il massacre nos enfants ». Accompagné du sous-titre provocateur « Il n'y a qu'un bourgeois pour avoir fait ça ». Son journal accuse la justice d'être un instrument de la bourgeoisie et réclame que le notaire soit tenu responsable. La gauche prolétarienne est ainsi dirigée par des intellectuels tels que André Glucksmann, normalien influent, et bénéficie du soutien de Jean-Paul Sartre. Cependant, après la publication du 1er mai 1972, Sartre exprime son désaccord avec l'appel de la violence qu'elle contient, jugeant que la radicalité du discours met en péril la légitimité du combat. Parallèlement, le climat social et politique devient de plus en plus tendu. Les manifestations se multiplient dans la région et les affrontements entre militants et forces de l'ordre deviennent fréquents. La population, déchirée entre la colère et la peur, voit le procès de Pierre Leroy se transformer en un véritable symbole de la lutte des classes. Les autorités tentent tant bien que mal de contenir la contestation, tandis que les avocats de Pierre Leroy redoublent d'efforts pour obtenir des décisions favorables. Dans ce contexte explosif, la tension atteint son paroxysme. Les débats judiciaires laissent place à une vision politique et idéologique sur l'affaire. Chaque camp essaye d'imposer sa vérité. D'après certains témoignages, on pourrait comprendre les fractures sociales de la société française des années 1970 en observant l'affaire de Gruy-en-Artois. Parallèlement à ce débat politique, un débat médiatique se met en place. Ce fait divers constitue l'une des plus grandes affaires où la presse écrite a eu un rôle à jouer. Sur le plan local, une forte concurrence oppose le journal socialiste Nord Matin au leader régional La Voix du Nord, où chacun oppose leur vision. Des publications comme France Soir et Le Nouveau Détective suivent alors avec attention les moindres rebondissements d'une enquête qui peine à progresser. Les journalistes usent de tous les moyens pour obtenir les déclarations des témoins. À la sortie des auditions, ces derniers sont assaillis par des reporters leur demandant de réagir à des propos souvent déformés ou inexacts. Cette méthode deviendra courante dans certaines sphères médiatiques, notamment lors de l'affaire du Petit Grégory. L'affaire de Bruay est aussi l'occasion de promouvoir un média alternatif, J'accuse, qui se positionne en défenseur de la classe ouvrière. Serge July couvre l'affaire en tant que journaliste pour La Cause du Peuple, un journal dont l'héritage direct donnera naissance à Libération. Cet événement illustre comment les maoïstes de la gauche prolétarienne ont exploité un fait divers pour nourrir leur ligne éditoriale et en faire un combat politique en faveur de la justice sociale. Par ailleurs, la télévision en plein essor à l'époque innove en déployant pour la première fois des antennes mobiles, offrant aux reporters la possibilité de réaliser des interviews en direct. La presse régionale ne s'intéresse à l'affaire que le 13 avril 1972, lorsque le notaire Pierre Leroy est impliqué. Le 18 avril 1973, soit plus d'un an après le meurtre, un jeune homme se présente au commissariat. Il a 17 ans, il est orphelin et souffre de problèmes psychologiques. Il dit être le commanditaire du crime de Brigitte de Wèvre. Son nom, Jean-Pierre Fallon. Ancien camarade de Brigitte de Wèvre, il avait été initialement suspecté avant d'être rapidement relâché par le juge Pascal. Témoignage clé dans l'affaire, il assistait aux reconstitutions, participait aux manifestations du Comité pour la vérité et la justice et accompagnait fréquemment le juge Pascal dans ses déplacements, semblant tirer une certaine fierté de son exposition médiatique. Devant le juge Sabla Roy, il affirme ne pas connaître la victime, bien qu'une amie de Brigitte de Wèvre assure les avoir vus ensemble lors d'une ducasse de Bruy, le 3 avril 1972. Ces aveux sont détaillés.
Il explique avoir donné rendez-vous à Brigitte, rue de Rochincourt, s'être amusé avec elle avant de la pousser violemment. En tombant, elle se blesse à la tête et lui adresse de vives reproches. Pris d'un excès de colère, il l'étrangle avant de traîner son corps jusqu'à l'entrée du terrain vague voisin. Trouvant une brouette à charbon dans un jardin de corons, il charge le corps et le transporte au fond du terrain, près de la propriété de Monique Wegermayer. Cherchant à maquiller son crime, en meurtre sadique, il déshabille la victime et revient chez son frère chercher une hache pour la mutiler. Il déclare également avoir récupéré les lunettes de Brigitte de Wèvre, tombées au sol, et les avoir dissimulées chez son frère. Celles-ci seront retrouvées effectivement par les enquêteurs, cachées par un doublure d'un fauteuil, après avoir échappé à une perquisition ordonnée par le juge Pascal. Jean-Pierre Flahault reviendra cependant sur une partie de ses aveux, jugé à huis clos devant le tribunal pour les enfants de Paris. Il est acquitté au bénéfice du doute le 15 juillet 1975. Le parquet fait appel, mais la Cour d'appel de Paris confirme ce verdict le 25 février 1976. Cependant, aucune accusation pénale ne sera prononcée à l'encontre de Jean-Pierre Flahault pour le meurtre de Brigitte de Wèvre. Convaincue de la culpabilité du notaire Pierre Leroy, la famille de Wèvre refuse d'accepter l'innocence de ce dernier. Lors du procès de Jean-Pierre Flahault, la famille de Wèvre demande expressément à son avocat, Georges Kiechman, de plaider l'acquittement du jeune homme. Celui-ci met alors en avant l'insuffisance de preuves matérielles et évoque l'éventualité d'un tueur en série, s'attaquant aux jeunes femmes de la région. Dans un cas sans précédent dans l'histoire judiciaire, la certitude des parents alimentée par la politisation de l'affaire conduit ainsi à l'innocence du second suspect. L'affaire sera classée sans suite en 1981 et le crime prescrit en 2005. Daniel Bourdon, ancien policier de la BAC dans la région du Nord-Pas-de-Calais, essaie des décennies plus tard de mettre à jour la vérité. Convaincu que des éléments clés ont été négligés, il décide de reprendre le dossier. Il rassemble de nouveaux témoignages et pointe du doigt des incohérences dans l'enquête initiale. Selon lui, certaines pistes, notamment celles liées au cercle proche de la victime, auraient mérité d'être approfondies. Il met également en cause l'influence des médias et des luttes idéologiques qui auraient entravé la recherche de la vérité. Malgré ses efforts, la justice ne donne pas suite à son travail, l'affaire étant prescrite depuis 2005. Pourtant, son travail contribue à raviver l'intérêt pour cette affaire, rappelant à quel point la pression médiatique et la politisation peuvent influencer le déroulement d'une affaire criminelle. En 2025, nous ne savons toujours pas qui a tué Brigitte de Wèvre. Aujourd'hui, seul Daniel Bourdon a une idée du coupable. Cependant, vu que l'affaire est prescrite et que M. Bourdon souhaite garder l'anonymat du criminel, nous pensons que nous ne connaîtrons jamais la vérité. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous souhaitons connaître vos avis et vos témoignages dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo et on se retrouve dans le prochain épisode de Veni Vidi Crimi. Salut à tous.